Bonsoir à tous et bienvenue sur NCTV Actu. Voici l'image du jour. Jacques Yekawe, premier préfet kanak, disparu il y a 25 ans. Nous reviendrons sur son parcours et l'hommage qui lui a été rendu ce matin. Voici les titres de notre édition. 5 plages interdites au pays, un fait inhabituel. La direction des affaires sanitaires et sociales détecte des pollutions d'origine fécale ou bactérienne. Quelle est l'origine de cette pollution? Pour la commune de Koné, nous avons posé la question au maire Joseph Goromido. En visite à l'usine de Vavuto ce matin, une délégation du consulat d'Australie a rencontré en réunion des représentants de l'usine du Nord. Quel est le but de cette visite? Réponse du consul d'Australie, Paul Wilson. Il est notre invité ce soir. Et en fin de journal, et toujours dans un décor de rêve, grâce à la caméra de l'INSEWAMO, nous découvrirons le métier de Bernard Benot. Il est le gardien du phare Amédée, un autre métier de rêve que nous vous dévoilons ce soir. Nous ouvrons ce journal avec ces nombreuses interdictions de baignade à travers le pays. Cette information concerne les plages de la Roche-Percée à Bourail, la plage de Franco dans la commune de Pointe-Boute, la plage de Fouet à Koné, la baie du village à Touault et enfin la plage de Carillon à la tribu de Sainte-Marie dans la commune de Puebo. Ces plages ont été fermées pour pollution bactérienne ou encore matière fécale. Aujourd'hui à Koné, les 3e prélèvements ont été effectués à la plage de Fouet. 2 points d'eau ont été inspectés par l'ingénieur de la DAS, la direction sanitaire des affaires sanitaires et sociales. L'odeur qui régnait sur place nous laisse imaginer l'origine de cette pollution. Reportage de Jamie Waimo. Face au courant à 1 mètre de profondeur, Flory effectue le 3e prélèvement au premier point d'eau qui est situé à la base nautique de Fouet. Il y a une semaine, le 2e prélèvement avait révélé que cette zone présentait un risque sanitaire avéré. Tu pourrais me dire là maintenant qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc on va apporter les prélèvements à Nouméa et donc le laboratoire va les analyser. Normalement d'ici 1 à 2 jours, on devrait avoir les résultats. Et donc si on a un seuil de d'Escherichia coli en dessous du seuil limite, on pourra demander à la ville de lever l'interdiction de baignade. Escherichia coli, c'est le nom d'une bactérie. Elle peut être responsable des diarrhées, des gastro-entérites ou bien encore des infections urinaires. Sa présence dans l'eau témoigne d'une contamination fécale, soit d'origine animale, soit d'origine humaine. Le 2e prélèvement est effectué sur le site de Fouet Creek, le point d'eau le plus pollué de la plage. Ici, il règne une odeur comme celle des égouts. Selon Flory, l'eau du creek proviendrait du village de Koné. Non, je sais pas trop. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et l'odeur, ça peut être un indicateur déjà de... Je sais pas trop. On peut pas... Là, c'est sûr qu'on est à côté d'un creek. Donc si, avec les pluies, ça a entraîné des pollutions qui arrivent après dans la mer, mais il faut que la commune investigue un peu plus. Ça peut être une autre origine aussi. Une chose est sûre, une fois de plus, c'est la nature, avec les courants marins, qui va permettre de diluer l'eau et donc d'éradiquer cette bactérie. Si à Koné, les intempéries sont à l'origine de cette pollution, alors à chaque forte pluie, les habitants de la commune devraient voir régulièrement cette pancarte. Et nous avons sollicité le maire de Koné, Joseph Goromido. Il affirme qu'à chaque forte pluie, le risque de pollution est avéré. Mais la nature ne serait pas la seule responsable. Des habitants de Koné auraient aperçu des camions déverser des matières fécales à la plage de Fouet. On l'écoute. C'est un bruit qui court. Des citoyens ont téléphoné à la mairie pour dire qu'ils ont vu ces camions-là déverser leurs ordures dans la mer. Et effectivement, c'est des bruits. Nous n'avons pas de preuves de cela, mais nous restons vigilants avec nos gardes champêtres pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. S'il s'est produit,
En tout cas, cette pollution d'origine fécale, nous ne savons pas d'où ça vient. Peut-être que ça vient justement de ces ruisseaux, peut-être que ça vient d'ailleurs. Donc, reste à enquêter, à voir de manière précise d'où est-ce que ça vient et agir en conséquence. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau, l'occasion d'évoquer ces fleuves qui sont désormais reconnus comme des personnes. Pourquoi? Quel intérêt? Science et Avenir nous explique que lorsqu'un fleuve est pollué, l'attaquer en justice, c'est souvent très compliqué parce que ça suppose de prouver que la pollution a causé des dommages à la santé, a causé des dommages à la santé d'une personne, au moins aussi reconnaître le cours d'eau lui-même comme un être vivant unique. Une personne facilite sa défense. On aide deux fleuves, le Gange et la Yamuna, viennent ainsi de voir leur personnalité juridique changer ce lundi. Le pays emboîte le pas à la Nouvelle-Zélande qui considère le fleuve Wanganui comme une personne depuis la mi-mars. Une démarche qui mériterait sans doute d'être initiée ici au pays. Les parents des élèves inscrits dans les établissements scolaires de la commune de Poindy, 8 millions devraient recevoir un SMS en cas d'évacuation lors d'une intempérie. Cette procédure doit être encore validée et confortée par une étude. La mise en place de ce procédé a été débattue pour la première fois cet après-midi entre la sécurité civile, les pompiers, les responsables d'établissements scolaires et la mairie de Poindimier. Les précisions de Laurent Desnodresses, directeur de l'école publique du village. C'est quelque chose de positif parce que ça répond quand même à une demande, un besoin de tous les établissements sur la commune de Poindimier. Les points qui ont été abordés, ça a été un petit peu l'organisation générale de cette procédure, c'est-à-dire déjà le fait de contacter les parents, que la mairie puisse mettre en place son transport d'enfants dans cette situation-là, mais aussi d'anticiper sur le fait que certains enfants ne puissent pas rentrer chez eux pour X raisons. Donc ça a permis de discuter avec les partenaires au niveau de que fait-on des enfants lorsque personne n'est là pour les accueillir ou lorsque c'est dangereux qu'ils rentrent chez eux, même à pied. Voilà des propos recueillis par Aurélie Néaoutine. Continuons de parler d'intempéries et de revenir sur la saison cyclonique dans le bassin Pacifique Sud-Ouest. Elle débute le 1er novembre et se termine le 30 avril avec un pic d'activité de janvier à mars. Si les cyclones nous ont épargné ces derniers mois, les pluies diluviennes qui se sont abattues ont montré parfois leur caractère dangereux, voire mortel par endroit. Reportage de Prosper Poigou. En novembre 2016, sur Wailou, un glissement de terrain avait fait 5 morts, 3 disparus et une dizaine de blessés. Jusqu'à 400 mm d'eau ont été enregistrés en 12 heures, soit l'équivalent de 2 mois de pluie. Le montant des dégâts s'élève à plus de 900 millions de francs CFP. À Fidji, en décembre 2016, l'archipel a subi le passage d'une dépression. Les rivières sont sorties de leur lit, coupant des villageois du reste du monde. Les dégâts causés par les inondations sur les récoltes se montaient à 4 millions de francs CFP et 150 millions pour le réseau de distribution d'eau. Plus récemment à Tahiti, au mois de janvier et février, des fortes pluies se sont abattues sur l'archipel. Selon Météo France, il s'agirait d'un épisode pluvieux exceptionnel qui ne s'observe que tous les 15 à 20 ans. De nombreuses maisons ont été inondées et des milliers de foyers ont été privés d'électricité. L'aéroport de Tahiti-Fara'a, inondé, a été fermé pendant plus de 48 heures. Un mort était à déplorer. Le gouvernement local estime le montant des dégâts à 2 milliards de francs CFP. Et il reste un mois avant la fin de la période cyclonique. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres phénomènes météorologiques? Écoutons les précisions de Gabriel Castella, prévisionniste. Sur la semaine qui arrive, c'est sûr qu'on a un peu plus de certitude. Donc on n'aura pas cette semaine de phénomène cyclonique d'ici 7 jours déjà. Et après, sur les semaines suivantes, pour l'instant, les indicateurs qu'on peut avoir qui sont calculés au niveau du bassin du Pacifique Sud-Ouest
pour l'instant, ils n'indiquent pas de phénomène sur la Nouvelle-Calédonie. Donc pour l'instant, on est relativement tranquille par rapport à ces prévisions saisonnières, mais c'est quand même des prévisions statistiques, donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de phénomène. Par contre, les indicateurs sont très faibles. 25 ans après la disparition de Jacques Yekawe, premier préfet kanak, une centaine de personnes réunies ce matin au cimetière du 5e kilomètre ont voulu lui rendre hommage. Amis, famille et présidents d'institutions, ils étaient tous présents et disent que c'est une personnalité qui a marqué l'histoire du pays. Homme de conviction, il avait un parcours étonnant. Portrait. Jacques Yenneich Yekawe est né le 10 avril 1946 à Tiga. Il est le fils d'un élu Gop Lagis Yekawe. Après avoir obtenu son bac sciences en 1964 au lycée La Pérouse, il poursuit ses études à l'université de Bordeaux. En 1969, il obtient une maîtrise de droit public et un diplôme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. En 1973, il est le premier Kanak à être titularisé chef adjoint du service études et de la législation. Soucieux de la mise en valeur et de la promotion de la culture kanak, il participe avec, entre autres, Jean-Marie Tshibao, à la réalisation du premier festival Mélanésia 2000. À partir de 1977 et pendant 4 ans, il occupe le poste de chef de service du développement et de l'éducation de base. En 1981, il sera nommé secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie aux côtés d'Alain Krishna. En 1982, il contribue à la création de l'Office culturel scientifique et technique kanak, l'OCSTK. Il est en même temps directeur des Arts du Pacifique. En 1984, il est nommé sous-préfet sous la République de François Mitterrand. 2 ans après, il occupe le poste de secrétaire général de la SLN. Il est également un acteur des accords Matignon-Oudinot. En 1988, il est le premier Kanak nommé secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, puis préfet en mars 1990. 1 an après, il devient le premier francophone élu secrétaire général de la CPS, la Commission du Pacifique Sud. Il veut alors parfaire son anglais et part en Nouvelle-Zélande. Il meurt à l'âge de 46 ans le 10 mars 1992 à Auckland d'un cancer. Il était marié et père de 5 enfants. Alors, comme je vous le disais en titre, nous recevons Paul Wilson, consul général d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc, vous êtes en province Nord. Aujourd'hui, vous avez visité l'usine de Vavuto, où effectivement fait des réunions. Vous en avez discuté peut-être du thème sur la reconstruction du four d'eau. Où en est cette reconstruction? Pas spécifiquement la reconstruction de four 2. Nous avons des bonnes réunions ce matin avec des managers, les gestionnaires de l'usine sur la question comment les entreprises australiennes dans le secteur minier des services peuvent aider KNS dans leur travail. Et donc nous avons un bon échange sur les besoins et peut-être les opportunités à l'avenir. Alors quels sont les besoins? Comment peuvent aider les travailleurs australiens? Well, pour moi, c'est une question pour KNS à répondre, mais certainement, comme un pays minier, l'Australie a beaucoup d'entreprises dans la technologie, les matériaux, mais aussi les services qui peuvent aider KNS dans l'avenir. Évidemment, après les reconstructions de four 1, la reconstruction de four 2, les besoins de plus de production. Alors justement, des travailleurs australiens ont participé à la construction du four numéro 1. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que c'est le cas pour le four numéro 2? Well, ça dépend des décisions de KNS pour Ils vous ont donc demandé des choses au niveau de KNS? Pas de demande. Non, pas de demande. Okay. Non, pas de demande. C'est vraiment des réunions pour échanger d'informations à cet état. Ouais. Alors en Australie, l'usine l'Australian Queensland Nickel donc, a fermé ses portes l'an dernier. Est-ce qu'il y a eu des conséquences commerciales entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie? Certainement, ça, c'était un élément important de l'échange entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est aussi un moment important de comprendre qu'il faut
diversifier l'économie ici. Et donc, pour baser un échange entre l'Australie et la Calédonie plus diversifié que simplement le nickel. So, oui, il y avait des conséquences, mais il faut comprendre aussi le besoin de diversifier l'économie et assurer un échange. Qu'est-ce que vous proposez pour diversifier justement? Encore, ça, c'est la politique, ça, c'est une question pour le gouvernement de la Calédonie, mais certainement dans le domaine important comme le tourisme, ça, c'est un élément important. Je sais que le gouvernement de la Calédonie, en coopération avec le CCA et les provinces, font beaucoup de travail actuellement sur le croisiériste. Ça implique beaucoup d'Australiens dans ce tourisme. Donc, il faut identifier les opportunités. Mais c'est vraiment quelque chose pour les Calédoniens à faire parce que c'est leur économie. Alors, justement, le tourisme rentre dans ce thème-là également qui nous lie, la formation. À la rentrée des classes des écoles bilingues ont ouvert à Nouméa. 46 élèves font partie de cette nouvelle intégration franco-australienne. Est-ce que vous espérez que cela va se développer, justement, les séjours linguistiques en Australie? Oui, certainement. Il est important d'avoir l'échange éducatif entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Nous avons ce développement important cette année avec la section internationale franco-australienne dans 2 écoles à Nouméa, College Bedouks et Dombey Sommet. Nous avons déjà des échanges importants entre les écoles, les lycées et les collèges en Calédonie et en Australie aussi. J'espère que les dispositifs comme ça, le CIFA, peut être un pont entre l'Australie et la Calédonie. Alors, est-ce que la Nouvelle-Zélande est une concurrence, en fait, par rapport à vous sur ces séjours linguistiques, ou un partenaire? Les deux. Pas simplement sur les séjours linguistiques, mais dans beaucoup de domaines, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont concurrents au niveau économique. Mais nous avons 2 économies très intégrées. Il y a beaucoup d'échanges dans le marché du travail, d'investissement, des biens, des services. Certainement, il y a un niveau de concurrence, mais un niveau de coopération économique entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande très important. Alors, dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'affaire de la pêche illégale. Ces 11 derniers mois, selon ABC australien, la pêche illégale devient récurrente en Australie. Alors, comment, comme en Calédonie d'ailleurs, comment l'Australie lutte contre cette pêche illégale? Nous avons des services du gouvernement australien qui est très impliqué dans la lutte contre la pêche illégale dans nos eaux. Mais nous reconnaissons que c'est un problème partout dans la région. Est-ce qu'il y a une coopération actuellement, une opération dans la coopération régionale par rapport à ça, par rapport à ce sujet? Oui, il y a beaucoup de coopération, particulièrement dans les organisations régionales. Il y a aussi une coopération entre l'Australie, la France ou l'État en Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons des échanges d'informations importants dans la lutte contre cette pêche illégale. Oui, exactement, c'est pêche illégale. C'est un problème, comme j'ai dit, partout dans la région. Nous sommes très impliqués dans cette lutte, y compris avec l'État français et la Calédonie. Paul Wilson, merci d'avoir accepté cette invitation. Non, je vous en prie, merci beaucoup. L'une des destinations préférées est le phare Amédée. L'îlot Amédée est situé sur la barrière de corail à 24 km de Nouméa. Vous vous êtes sans doute demandé, est-ce que le phare est habité? Eh bien oui, il est gardé. Il est aux mains du gardien. Il s'appelle Bernard Benot, recruté récemment. Il se réveille au lever du soleil et s'endort à son coucher. Donc il ne fait pas que ça seulement. C'est la suite de notre feuilleton consacré au métier de rêve, l'Insewamo.
Ici, un petit canapé. Ah, normalement, il est levé. Hein. Le petit canapé, la petite télévision qui marche quand elle veut. Un petit coin, voilà, lavabo, avec de l'eau potable en bidon. Parce que l'eau désalinisée avec l'appareil là-bas, elle sort ici en eau douce, mais je ne l'utilise pas pour boire, ni pour les aliments, ni pour rincer mes aliments. On a un bidon qui vient de Nouméa dans le bateau tous les jours, et j'ai un petit bidon d'eau potable, avec un frigo, l'arrière de la maison, avec un petit espace vif, vachement agréable aussi, où c'est toujours venté, il y a toujours du vent, donc c'est super agréable. Toujours animé par le cri des mouettes, des goélands, des pétrels. Et c'est là où rentrent souvent, on ne sait pas pourquoi, toujours vers l'arrière, les serpents rentrent ici et ressortent là-bas. Je les aide un petit peu aussi, de temps en temps. Voilà bientôt 2 mois que Bernard Benot est le nouveau gardien du phare Amédée. Officiellement, sa journée de travail commence à 9h30. C'est lui qui accueille et guide les touristes dans le phare. Mais pour Bernard, sa journée commence bien plus tôt, à 5h30 du matin. Voilà, je fais ça tous les matins, et surtout quand le mari ne vient pas. Donc je ramasse, je fais des tas de feuilles tout simplement, et je mets dans mon sac comme ça. Et puis tout simplement, je fais comme ça et je rentre mes feuilles dedans. Et ça, je fais ça sur tout l'îlot. Pendant 3 semaines, je reste sur l'îlot, sans descendre sur Nouméa. Et c'est un petit peu pour ça aussi que que je me suis proposé à la place. Et je descends sur Nouméa après les 3 semaines, donc 21 jours sur l'îlot. Et 4 jours, je descends sur Nouméa, voir ma petite famille, mes 2 amours, mes 2 filles. Et puis je vous avoue franchement qu'après 3 semaines passées, il me tarde de rentrer jeudi soir pour aller voir tout ce petit monde. Et surtout mes filles qui me manquent beaucoup. Ce style de vie, Bernard en rêvait. Tous les soirs, lorsqu'il effectue sa dernière ronde, il profite de la superbe vue qu'offre le phare Amédée. On arrive en haut du phare et donc on peut imaginer facilement que rien que le décor et le panorama, ça suffit largement pour comprendre qu'on a envie d'être tranquille. Lorsque le Maridé lève l'ancre, il ne reste plus que Bernard sur l'île. Ce qui semble être un moment de solitude pour certains et pour le gardien du phare Amédée, un grand moment de paix et de liberté, loin du stress de la ville. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.